Salut Flo, comment tu vas? Salut Manu, comment vas-tu? Je suis heureux de te recevoir là aujourd'hui. Donc, tu es quelqu'un que j'apprécie en tant qu'humain, mais tu es vraiment pour moi la définition du quand on veut, on peut. Donc aujourd'hui, on va parler immobilier, investissement immobilier plus précisément, et on va voir comment tu es arrivé à lever plus de 1 million de dettes et d'acquérir voilà, une huitième de l'eau en combien d'années? 6 ans à peu près, entre 6 et 7 ans, puisque tu as commencé en 2018. Absolument. Et Avec plaisir. donc, moi, la première question qui me vient, c'est pourquoi tu t'es lancé dans l'investissement et plus précisément dans l'investissement immobilier? C'était quoi tes motivations et c'est quoi l'objectif derrière? À la base, ça vient en fait d'un refus d'augmentation au salaire. En fait, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, ils ont mis un système en place de COEF Ouais. et ça n'avait jamais été fait auparavant. Donc, ils m'ont demandé quel coefficient j'appartenais et en fonction des diplômes, je devais prétendre à une lettre qui était D, par exemple. Je suis parti voir la directrice, on a fait les statistiques et je lui ai dit voilà, moi je me positionne AD, ça correspond à tant de niveau de rémunération. Elle m'a dit non. Et comment ça, non? J'ai dit, non, Florent, je ne peux pas vous donner cette qualification, parce que la recherche et développement, le pôle recherche et développement, l'avait déjà demandé et je pense que vous n'êtes pas vous n'avez pas les mêmes compétences. J'ai dit, ah, Ah oui. d'accord, ok. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, si eux ne peuvent pas me le donner, je vais faire en sorte de pouvoir investir. Et de toute façon, j'aurai cette augmentation quoi qu'il arrive. Et c'est comme ça que je me suis mis à investir. Et c'est aussi avec l'aide d'un ami qu'on a parlé. Mm. Mike n'est pas présent aujourd'hui, mais shout out à lui. Ouais, Il m'a bonjour à beaucoup parlé. Mike. Il m'a beaucoup parlé. Et moi, à l'époque, je lui disais non, j'ai pas besoin, je gagne suffisamment, je peux voyager, j'ai pas cette nécessité. Et il m'a dit tu dois investir parce que si tu travailles pas, enfin, si tu ne gagnes pas d'argent pendant que tu dors, tu travailleras toute ta vie. Et ça m'a fait un petit peu sens, ça a résonné. Je me suis dit ouais, il a peut-être raison. Et j'ai commencé à m'intéresser. Et à terme, c'était pour avoir une sorte de retraite quand j'arrêterai de travailler. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à investir, ça a commencé à fonctionner. En fait, j'ai compris une sorte de formule mathématique et j'ai dupliqué, 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 jusqu'à temps que je ne peux plus investir, je ne peux plus lever de Ok. la dette. Ok, Ça a donc toi, commencé comme c'était ça. plutôt de ne pas être capé d'un point de vue financier. C'est pour ça que tu t'es lancé. Et ensuite, tu as pensé retraite. Moi, de mon côté, c'était peut-être un peu plus l'inverse. Je me C'est suis vrai? dit qu'il faut être à la retraite au plus tôt. C'est vrai. Et bah, plus tôt tu investis, bah, plus tôt tu as des loyers. Si c'est dans l'immobilier, tu as des dividendes si c'est la bourse. C'est vrai. Voilà. Si tu as des actifs. Donc moi, c'était l'une des choses qui m'avait motivé à investir. Effectivement, bah, avoir des revenus complémentaires également. Et puis, comme c'était la phrase, je crois que c'était Warren Buffett qui disait ça, c'était si t'as pas un moyen de gagner de l'argent pendant que tu dors, bah, Tu tu travailles. travailles jusqu'à la fin de ta C'est vie. ça. C'est clair. Et ça, moi, dans l'idée il y avait aussi, dans l'idée de la retraite, c'était de la prendre le plus tôt possible. L'idée de prendre la retraite quand je commence à avoir des maladies et je pisse pas debout, voilà, ça m'a pas, voilà, c'est pas quelque chose qui m'a passionné. Et du coup, tu t'es lancé. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est ton premier investissement. Comment se sont passées tes recherches? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu t'es présenté à la banque? Comment tu as mis pour louer? Est-ce que tu as fait des travaux? Là, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse parce que le premier, c'est C'est toujours un peu vrai. spécial. Toujours un peu spécial parce qu'on fait des erreurs, on a la tremblote, on fait des erreurs, mais on apprend beaucoup aussi lors du premier. Donc, étape par étape, comment tu as recherché? Une fois que tu as trouvé, comment tu t'es présenté à la banque? Voilà. Oh, c'est vrai que là, tu fais appel à des souvenirs. Alors, le tout premier, c'était un échec. C'est-à-dire que je ne connaissais pas ma capacité d'emprunt et je voulais juste tester pour comprendre. C'est-à-dire que je savais que j'allais rien acheter, c'était à Saint-Maur. Mhm. J'ai commencé à faire des visites, je m'étais bien habillé, un costume, une chemise. Je me sentais important et pour que je sois crédible. Et en fait, c'était un appartement qui faisait 45 mètres carrés ou 50 mètres carrés, qui était déjà loué Mhm. et avec une locataire qui payait, je crois, 800 euros ou 700 euros tous les mois. Et l'appartement était mis à 150 000. Et je me suis dit, c'est pas mal, mais je vais le négocier. Je vais essayer de Ouais. m'amuser à négocier. Donc, on fait la visite. Il est franchement bien placé, pas très loin de la gare. Donc, je me suis dit que si jamais la locataire part, bah, je pourrais le relouer facilement. Il est déjà à un bon prix. Et je propose une offre à 115 000 euros. Donc, je passe de 150 à 145 parce que c'était une succession et que les propriétaires, enfin les héritiers, ils voulaient absolument pas le bien. Ils sont archi loin, ils sont deux frères, ils voulaient vraiment s'en débarrasser. Ce qui s'est passé, c'est que l'offre a été acceptée. Mais pas pour moi. Oh.
L'agence m'appelle, elle dit, écoutez, monsieur Kenney, votre offre était vraiment bien, ils étaient en train de réflexion, ils voulaient dire oui, mais la locataire a fait une contre-offre à 120 000 ou 119 000. Ils ont donné priorité au locataire. Ça, c'est normal, ouais. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'à la base, elle ne voulait pas le prendre, parce qu'elle ne pouvait pas le prendre, Mm. parce que pour elle, 150 000, c'était trop cher. Donc elle s'est jamais positionnée. Tu as négocié pour la J'ai locataire. négocié pour la locataire. Ouais. Et effectivement, donc je me suis dit, ok, déjà, j'ai un premier biais dans ma tête qui s'est effacé, c'est on peut négocier très fortement sans aucune raison logique. Il n'y a pas de raison logique, je voulais négocier pour négocier. Ça a été accepté. Le vendeur lui-même, enfin les vendeurs, les héritiers ne le savaient pas. Je me dis, ok. Donc je me suis dit, maintenant, peut-être que je connaisse ma capacité d'emprunt. Donc je suis parti voir un courtier, parce que j'étais déjà propriétaire de ma résidence principale, à crédit toujours, mais j'étais toujours propriétaire. Et j'avais un endettement à 38%. Quand j'avais acheté, c'était en 2016, ma RP, j'étais déjà à 38%. Donc avec les revenus, je voulais savoir combien ils pouvaient me prêter. C'était 90 000 euros. Et je regarde dans l'Île-de-France, 90 000 euros, j'ai rien, à part au fin fond dans le 77, où c'est pas forcément très attractif. Et je suis parti à Lille, parce que j'avais un congrès vétérinaire, que je travaille dans le milieu vétérinaire à l'époque. Et dans le congrès à Lille, je vois mon cousin, qui habitait pas trop loin, donc je passe le voir. Et je vois un endroit ghetto, c'est qu'il habite dans une rue qui est pas terrible, un vieux studio, il loue ça hyper cher. Et je lui dis, mais comment se fait-il que tu sois ici? En fait, il n'y a pas de logement. Donc j'ai pris ce qu'il y avait et je suis très content. Et ça m'a donné une information. Si lui a les capacités de faire ses études à l'étranger, enfin hors de chez lui, parce qu'il habitait aussi dans l'Île-de-France, et qu'il n'a même pas réussi à trouver un logement convenable, c'est qu'il y a tellement de demandes que je suis presque sûr de faire un bon achat, ça va se louer. Parce que dans les conditions auxquelles il habitait, je me suis dit, ok, donc je vais investir à Lille. J'ai fait des visites, j'avais mon budget de 90 000, et là je regarde un petit peu ce qui va, et je tombe sur un bien qui est plutôt bien placé, qui me plaît bien, avec des caractéristiques intéressantes, 3e étage, 20 mètres carrés, pardon, avec une petite rénovation à faire, mais c'est plus du rafraîchissement, Ouais. et ça pouvait se louer 500 euros. Sauf que c'était à 90 000, et je sais qu'elle m'a dit que j'avais droit à 90 000, tout confondu, avec les frais de notaire. Donc je dis à l'agence que je suis prêt à me positionner à 80 000, et avec les frais de notaire, ça fera 90 000. Donc on fait un projet acte en main à 90 000. C'est accepté. Ensuite, je suis content, je vois que ça marche, j'investis, je me sens fier, j'ai envie de bomber, j'ai envie de recommencer. Sauf qu'il y avait des travaux à faire, et je n'avais pas prévu les travaux. D'accord. Dans le calcul, je pensais que ça se faisait après. Il y avait une ligne acquisition et une ligne travaux. Manque de peau, j'ai pas pu le faire financer. Donc j'ai dû tout le faire avec mon père qui m'a aidé, ma femme qui m'a aidé aussi également. Et j'ai dit, ok, ça, je fais plus du tout la même erreur. Mais par contre, le côté acquisition, facilité, ben en fait, dans ma tête, c'était quelque chose de assez simple à faire. On visite, on propose une offre, on négocie un petit peu, juste pour tester, pour voir comment ça marche. Ouais. Mais comme je m'étais suffisamment entraîné avant de passer à l'acte, parce que oui, entre le moment où j'ai voulu investir et le moment où j'ai investi, c'est passé 8 mois. Et pendant les 8 mois, je faisais que des visites. J'ai essayé de trouver la pépite parfaite, etc. Et en fait, il n'y a rien qui est parfait. Si c'est disponible sur le marché, c'est qu'il y a toujours une petite anomalie. Sinon, les vrais investisseurs l'auraient déjà pris, c'est du off-market et c'est pas sur le marché. Mais le fait de se lancer et de voir que ça marche, on se rassure beaucoup par rapport à ça. Et je me suis dit, ok, en fait, c'est pas dramatique, c'est pas compliqué, c'est pas réservé à une élite et c'est un rendement qui est intéressant parce que ça paye mon crédit, j'ai une petite plus-value. Mais à la base, moi, je voulais faire de la courte durée avec des rendements à l'annuité, etc. Mais sauf que je ne savais pas, c'est que dans la copro, il faut regarder si la clause de conditions la clause d'habitation bourgeoise est indiquée. S'il y a ça, on ne peut pas faire de courte durée. Donc, première erreur. Deuxième erreur aussi, je dis, ok, ça, je ne veux plus jamais toucher. Je reste que sur la location simple. C'est comme ça que je me suis mis à investir sur le premier. Donc, je ne compte pas les allers-retours, les péages, les visites, les rendez-vous avec les agences immobilières qui me demandent, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que c'est pour vivre, investir? D'ailleurs, tu avais aussi le parcours similaire, toi aussi. Hein. Ouais, j'ai un parcours un petit peu similaire. Donc, avant de l'expliquer, du coup, je tiens à noter quand même des choses intéressantes que tu as dit. C'est qu'il ne faut pas hésiter à négocier. Oui. Puisqu'on ne sait pas, en fait, c'est quoi le vrai prix. Hein. Le prix, c'est le prix que quelqu'un est prêt à mettre et que la personne est prête à accepter. Donc, ça, on ne le connaît pas d'avance. Deuxième chose intéressante, c'est la succession. Moi, mon premier achat aussi, c'était une succession. C'est là où j'ai fait une très, très bonne affaire. Et quand il y a une succession, souvent, pourquoi on fait des bonnes affaires? Parce qu'en fait, les héritiers, ils sont pressés de vendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des charges qui courent. Il y a des charges qui courent et il y a aussi les frais de succession qui peuvent courir. Et donc, en général, quand ils sont plusieurs, ils veulent s'en débarrasser. Donc, à un prix potentiellement
moindre que ce qu'il vaut réellement. Autre chose que tu dis, c'est tu as fait beaucoup d'allers-retours. Parce que sur le premier, moi aussi qui avais investi sur le premier locatif hors l'Île-de-France, beaucoup d'allers-retours. Après, avec l'expérience, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on fait X visites en un jour. On fait pas X Oui. allers-retours, on discute pas 100 fois avec les agents immobiliers. Je veux tel type de bien, c'est quoi les charges de copro, c'est quoi la taxe foncière? C'est vrai que tu n'en as pas parlé, mais je pense que tu as regardé aussi le prix de la taxe foncière, quelles étaient les charges de copro, si c'était en copro ou pas dans ton premier achat. Est-ce que c'était un critère ou pas pour toi? Alors, oui, surtout au niveau de la copro, s'il y avait des dettes, parce que je n'en ai pas parlé, mais lors d'une présente visite, j'avais vu un bien qui était hyper intéressant, qui était affiché à 50 000, qui pouvait se louer 500 euros, qui était hyper bien placé, mais dans la copro, parce qu'avant de signer, on envoie le compromis, ils disent qu'il y a une dette, je crois, de 60 000 euros à répartir entre 8 propriétaires. Ouais. J'allais être le huitième qui partait, qui rentrait. Et du coup, je me suis dit, oula, c'est-à-dire que vu que cette dette-là, elle est là, à un moment donné, les propriétaires vont devoir la régler. Donc cette surcharge que je vais avoir dessus, ça n'allait pas me faire passer pour un bon rendement et même je ne voulais pas la payer. Donc je préférais sortir vu que j'avais aucune attache finalement de prendre celui-là plutôt qu'un autre. Mais ce qu'il faut regarder en priorité, c'est souvent les charges de copro. Qu'est-ce qui est inclus dans les charges de copro? Est-ce qu'il y a un projet de ravalement ou pas? Très important ça, ouais. Est-ce que les parties communes sont plus ou moins entretenues? Et qui sont les locataires? Et combien il y a de locataires? Ouais, très important. C'est vrai que quand tu es dans un immeuble où il y a beaucoup de locataires, souvent c'est moins bien entretenu Oui. parce que comme ils sont pas propriétaires, souvent ils prennent moins soin des parties communes. Tu as totalement raison là-dessus. Pour en revenir à ce que tu disais, j'ai un parcours un peu similaire, c'est-à-dire que moi j'avais ma RP, moi j'avais des facilités d'emprunt, donc à ce niveau-là, j'avais pas de soucis, donc j'ai cherché au Île-de-France. Donc moi je regardais un petit peu les villes, etc. Et puis je regardais où ça se louerait, quoi, et combien je pourrais le louer. Et je suis tombé sur un bien où voilà, c'était une succession. Et le prix, voilà, j'ai réussi à massacrer le prix. Au départ, il ne voulait pas, mais il a fini par accepter. C'est une offre sévère. Voilà, des offres sévères, comme on appelle. Mais en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il faut oser. Vous ne savez pas à combien la personne est prête à accepter le prix. Et quand c'est une succession, il faut que ça aille vite parce qu'il y a les dettes. Donc, j'ai fait une bonne affaire derrière. Après, il y avait des travaux. Il y avait quand même des travaux. Je m'en suis bien sorti, même s'il y a des histoires sur les travaux. On en a discuté dans un précédent podcast. Et derrière, après, moi, j'ai été voir la banque avant pour savoir combien je pouvais emprunter. Mais surtout, j'avais été voir plusieurs banques avant pour savoir combien je pouvais emprunter. Et ensuite, j'ai été revoir ma banque. Voilà, les autres banques, après, on pose tel taux. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ils se sont alignés. Et donc, ça, très intéressant. Par rapport aux visites, maintenant, on optimise. C'est sûr, sur le premier bien, on n'optimise pas le temps, les visites. On ne dit pas ce qu'il faut aux agents immobiliers, alors qu'il faut clairement leur dire ce que vous recherchez. Et puis, vous leur dites, s'il y a un bien qui m'intéresse, vous pensez qu'il peut m'intéresser, ce bien-là, envoyez-moi une vidéo. Comme ça, je vous dis si c'est OK ou si c'est pas OK. Après, au niveau de la banque, moi, comment je préparais mon dossier? En fait, je prenais des photos du bien, combien j'allais le louer, avec un visu, etc. Clairement, je faisais un dossier vraiment préparé. Donc, mes 3 dernières fiches de paye, mes 2 derniers avis d'imposition, le projet avec toutes les informations que j'ai dedans, mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon patrimoine net, mon épargne, que ce soit sur un compte titre, un PEA, est-ce que vous avez de l'or, est-ce que vous avez une assurance vie, et derrière, à combien je vais louer et combien devrait être le crédit selon ce que je demande. Après, ce que j'avais demandé, franchement, c'était un truc que je pense qu'il faut demander, c'est l'absence de pénalité de remboursement anticipé, puisqu'on peut être amené à revendre avant la fin du crédit. Ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc, faut les demander la suppression des IRA, des pénalités de remboursement anticipé. Après, l'assurance, j'ai pas négocié. Pourquoi? Parce que je savais que ça changeait directement après. Donc, ça sert à rien de négocier l'assurance, strictement à rien, puisque vous pouvez changer rapidement. Et voilà, j'ai eu mon prêt. Il y en a qui prennent crédit logement, mais moi, c'était la Casden parce que j'étais assimilé fonctionnaire à l'époque. Donc, ça coûte rien. Ceux qui sont assimilés fonctionnaires, prenez la Casden parce que quand vous revendez, on vous rembourse en fait vos frais de garantie. Donc, ça, à savoir aussi.
Et après, bah, la première mise en location, comment ça s'est passé pour toi? C'était une catastrophe. Catastrophe? C'était une catastrophe parce que comme j'avais peur de me planter, j'ai voulu voir tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Et en fait, je me suis rendu compte que comme je suis loin en Île-de-France, quand on fait une visite, généralement, les candidats, ils viennent pas à l'heure, ils viennent en retard, ils préviennent pas. Ça s'accumule, ils n'ont pas tous les documents. Et en fait, ça devient très compliqué de tout gérer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé après par une agence, on m'a laissé les clés, et c'était eux qui faisaient les visites. Et l'agence n'était pas réactive, on ne s'entendait pas sur les modalités, etc. Mais moi, je ne pouvais pas me déplacer systématiquement. Il y avait du trajet de l'essence, du péage, de la fatigue, et souvent, c'est des heures de travail où je ne pouvais pas forcément le faire. Et par contre, quand ils ont trouvé un candidat, bah pour mon premier, c'était une locataire qui était là depuis... Alors, j'ai eu l'acquisition, j'ai signé en quoi, 2018, septembre 2018, et le locataire est rentré en février 2019, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait un mois de travaux. Après, j'ai testé un peu de courte durée, j'ai reçu un courrier comme quoi je ne peux pas le faire, donc j'ai arrêté de le faire. Donc ensuite, j'ai mis une location simple. Et la personne est sortie cette année, en 2024. Pardon. Là, on est en 2025, mais c'était en 2024, octobre 2024. Parce que c'était une bonne candidate, mais quand elle reste longtemps. Ok. Ça, c'est vraiment bien à ce niveau-là. Mais le problème, ce n'est pas tant la mise en location, c'est que le temps qu'on se déplace, qu'on prenne les dossiers, qu'on regarde tous les chiffres, qu'on rencontre les candidats. Alors, oui, c'est bien de le voir pour savoir à qui on a affaire. Maintenant, il existe des moyens beaucoup plus simples. Aujourd'hui, je passe par Studapart, où j'ai directement un filtre par rapport au locataire. Il peut remplir directement son dossier, directement dans l'application. Donc, j'ai déjà une visu. Je sais qui sont les garants, combien la personne gagne par an en fonction des garants. J'ai un profil de la personne. Est-ce qu'elle fait des études, ce genre de choses. Et surtout qu'ils peuvent déjà réserver en ligne le loyer, déposer une garantie et même se faire assurer sur les risques d'impayés. Et tout ça réuni, en fait, ça m'a déchargé parce que j'ai plus à visiter. Et ce que je fais maintenant, c'est que c'est l'état des lieux. C'est ça, finalement, qui est important. Je le délègue à un professionnel qui, lui, fait son état des lieux et c'est le locataire qui paye la personne qui fait ça. Et moi, j'ai tout qui est bien sécurisé. Donc, la personne est rentrée dans le logement. J'ai l'état des lieux qui est bien fait avec un professionnel. Photo, il prend tout en photo, il marque l'état, etc. Et quand la personne doit repartir, elle repasse par cette même personne. Comme ça, on peut comparer si jamais le dépôt de garantie doit être utilisé ou pas. Ok, ouais, c'est vrai que tu optimises vraiment. Moi, je me rappelle, quand j'ai récupéré les clés, je me suis dit, est-ce que je vais réussir à louer finalement? C'est ça la crainte. Même si au départ, on fait des fausses annonces, Oui. tout le monde l'a fait, faire des fausses annonces pour savoir si ça mord. Une fois qu'on récupère les clés la première fois, hein, après, quand on en rachète d'autres, on n'a plus cette pression. Mais la première fois, moi, j'avais la boule au ventre, je me suis dit, est-ce que ça va se louer? J'ai beaucoup d'appels. Et par contre, cette fois-ci, à contrario des visites, où j'avais pas optimisé le temps, pour les visites, je faisais visiter tout le monde la même journée. Tout en une seule fois? Voilà, c'est ça. Et du coup, ce qui se passait, c'est que les locataires, les futurs pseudo-locataires, ils voyaient des gens sortir, faire des autres visites, des gens sortir, faire des autres visites. Et c'est pas que ça leur met une petite pression, mais ça leur met dans un état d'esprit, ah, il y a des gens qui visitent, peut-être que j'aurais pas la chance de louer. Moi, j'ai eu la chance, c'était une colocation que je faisais, premier investissement locatif. Et c'était 3 personnes qui se connaissaient. Ça, c'est pratique. 3 personnes qui se connaissaient. C'était pas forcément le meilleur dossier financier, mais il y avait les parents qui étaient là. Et je préfère avoir 3 personnes qui se connaissaient que 3 personnes qu'on mettait à droite, à gauche. Ça m'a plutôt sécurisé. T'as rassuré? Voilà, ça m'a plutôt rassuré de me dire que les parents se connaissent, les enfants se connaissent, donc ça devrait bien se passer entre eux. J'aurais pas ce genre de problème. J'aurais tendance à te dire oui et non. Oui, non, pourquoi? Ça s'est bien passé dans ton cas. Ouais. J'ai eu le même cas de figure pour mon troisième, où c'était des jeunes qui devaient partir justement sur l'île, dans une colocation. Donc je les rencontre en Île-de-France, qui sont à Levallois-Perret. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tout le monde se connaît, c'est un petit groupe. Sauf que les enfants, enfin les jeunes, n'avaient jamais été en colocation ensemble. Les parents se connaissaient. C'est eux qui m'ont détruit mon logement. Pendant Covid, ils font des fêtes. Alors que c'était interdit. Ils jettent des bouteilles par-dessus du 8e étage, ça tombe sur une voiture, ça casse la voiture, le voisin monte, il tape à la porte. Ensuite, le syndic m'appelle, le gardien dit ça, parce qu'ils se connaissaient. Alors, ça rassure. Donc, après, j'aurais mis la pression, tout s'est bien passé, ils sont partis, il n'y a pas eu plus de dégâts que ça. Mais effectivement, ce qui compte surtout, c'est l'humain derrière ça. Moi, j'évite de prendre des personnes qui sont trop, je ne vais pas dire trop aisées, mais qui n'ont pas connu la vie en colocation. C'est-à-dire que si c'est une personne qui est extrêmement riche, il va avoir pas forcément des manières, mais des exigences qu'une colocation ne pourra pas lui répondre.
je me rappelle, j'avais nettoyé de fond en comble le logement. Et j'ai une maman qui vient me voir, pareil pour la colocation. J'avais nettoyé de fond en comble. Et attention, ma femme est maniaque, je suis maniaque un petit peu. Donc j'ai des vraies compétences dans le nettoyage maintenant. Elle vient me voir, elle me demande déjà si je suis le locataire qui fait la visite. Je dis non, je suis propriétaire. Déjà, on met déjà une distance, il y a un froid. Elle ne me croyait pas. Bah, si, pour elle, c'était pas possible. On vient dans le logement, j'ouvre la porte. Elle dit oh là, c'est sale, regardez, il y a de la poussière sur le réfrigérateur dessus. Je dis madame, depuis ce matin, je suis là, j'ai tout nettoyé, il n'y a rien. C'était encore en train de sécher. Elle cherchait quelque chose à me dire pour pouvoir après négocier le prix de la location, etc. Parce qu'elle a l'habitude de négocier, ou peut-être dans son contexte de travail, elle le faisait. Et c'est là où j'ai eu les plus, je ne vais pas dire pas de soucis, mais le plus de contraintes. Je devais répondre aux appels, l'exigence qu'elles avaient. Ça, c'est un truc, il faut le dire. Oui. Quand quelqu'un commence à négocier, ne le prenez pas. Jamais. Jamais, c'est des soucis futurs. Quand quelqu'un vous demande, il n'est même pas encore arrivé, des tas de choses, ne le prenez pas, c'est des soucis futurs. C'est vrai. Là-dessus, il n'y a pas à dire. Et tu as raison, des gens qui sont peut-être pas d'un milieu trop aisé, mais qui ont eu tout à portée de main, ils ont parfois des exigences délirantes. Qui sont légitimes pour eux. Mais le problème, c'est qu'en colocation, ce sera sa vie. Il y a forcément plus de... Comment dire ça ? On partage un lieu de vie, donc ça ne sera pas toujours aussi propre. Quand j'entends propre, il n'y aura pas forcément la poussière au-dessus des étages, mais ça ne sera pas nettoyé. Mais c'est que les parents sont plus exigeants que le locataire lui-même. Lui, tout allait bien, ça ne le dérangeait pas. Mais les parents voulaient négocier le fait qu'il y ait un petit peu de poussière là pour avoir une baisse de prix. Ça n'a pas de sens. Ouais, ça n'a pas de sens. Et moi, je les ai pris parce qu'il me fallait. Et maintenant, je regrette. Et j'ai compris que ce n'est pas le profil qui m'intéressait. Pourtant, financièrement, tout allait bien. C'est pour ça qu'il faut regarder toujours. Comme tu disais, tu as pris des colocataires qui n'avaient pas forcément le meilleur dossier, mais ils se connaissaient. Donc, tu savais que tu partais vraiment avec un bon sentiment. Et après, tu as ton instinct aussi. Il faut l'écouter. Ouais, il faut écouter son instinct. Du coup, ok, tu as fait ton premier logement. Je pense que ça te donne confiance en toi parce que pour moi, c'était ça. C'est ça marche. Je réussis à avoir un excédent positif. C'était facile de mettre en location. Je mets la partie travaux de côté parce que ça, c'est toujours un bourbier. Donc, ça prend de la charge et il faut le dire. Et après, ça te donne confiance en toi. Tu te dis, je vais recommencer. Ça marche, je vais recommencer. Comment ça se passe la suite ? Alors, en fait, c'était simple. Quand j'ai dit que je voulais... Moi, je suis de nature toujours très allé de l'avant. Je suis, comment dire, soit j'aime pas. Je suis très dans les extrêmes pour tout. C'est-à-dire que c'était hors de question, j'en ai qu'un. Je m'étais assis, j'avais pris un cahier et j'ai dit, je veux au moins avoir en value 1,2 million, 1,3 million, 1,4 million pour pouvoir dire que je peux potentiellement payer l'ISF, l'IFI. Mais c'était juste histoire de dire que je peux le faire. Je suis tellement blindé. Un blindé. petit peu d'ego. Voilà, mais juste pouvoir, ok, je vais le faire, comment je peux le faire ? Je ne peux jamais pouvoir lever 1,3 million. Mais par contre, je peux acheter des biens chaque année, pour pouvoir après arriver à mon objectif. Et qu'est-ce qui se passait ? C'est que je me suis dit, ok, 2018, je vais acheter un chaque année. Chaque année, je vais prendre un bien. Et tant que je n'ai pas fait ça, et je voulais m'arrêter à 8, parce que je me suis dit comme ça, si jamais j'ai des enfants, je parle de ça, c'était en 2018, j'avais 28 ans, si jamais j'ai des enfants, on pourra faire moitié-moitié, 4 et 4. Je pense déjà à tout ça, j'anticipe tout. J'anticipe tout, et je me dis, ok, j'en veux un chaque année. Et moi, je voulais arrêter d'investir en 2023 ou 2024, pour dire que j'avais réussi mon objectif. J'en prends un en 2018. 2019, j'en prends 2, parce qu'il y avait des conditions financières qui étaient plus intéressantes. Ouais, tu peux en parler. C'est important d'en parler parce que les personnes pensent que c'est aussi facile aujourd'hui qu'il y a 5 ans. C'est qu'on avait aussi un bon banquier, M. Rubio, bonjour. Du coup, mais on pouvait pratiquer le différentiel. Absolument. Ce qui fait que lorsque vous faisiez une opération à cash flow positif, votre endettement baissait aux yeux de certaines banques. Je précise bien certaines banques, ce qui vous permettait de réemprunter, ce qui est plus vrai aujourd'hui. Donc, du coup, toi, ton deuxième investissement, c'était un investissement à cash flow positif, un studio, une coloc ? C'était toujours un même studio, sauf que c'était un studio que j'avais déjà vu à l'époque où je cherchais le premier. Et je vois qu'il était toujours en vente. Donc, je vais le voir. Il était affiché à 76 000, je crois. Et moi, j'avais fait une offre à 63 000, qui avait été refusée à l'époque parce que la personne ne voulait pas vendre. Le propriétaire avait dit oui, mais le fils du propriétaire avait dit non, c'est trop bas, on ne vend pas. Donc, ça s'est tombé à l'eau, c'est un passé. Sauf que quand je fais en 2019, je vois que le bien était encore en vente. Donc je rappelle, je demande s'il est toujours loué. Non, il n'est pas loué, il est toujours en vente.
Ok, bah, je le prends. Ah, super, donc on va pouvoir signer à 63 000, ils sont prêts. Ah non, vous n'avez pas compris. 63 000, c'était avant. Là, c'est des nouvelles conditions. C'est 58 000. Ah, mais ça n'a jamais passé. Bah, demandez-leur. Et non, mais je vous dis tout de suite, ça va jamais passer. Et en fait, il faut prendre conscience que personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Donc, je lui dis, écoutez, c'est simple, je vais être transparent avec vous. Qui c'est qui paye votre commission? C'est l'acheteur ou c'est le vendeur? Bah, c'est l'acheteur, c'est moi. Donc, si vous voulez avoir votre commission, il faut passer avec mon offre. Donc, ça sera 58 000. On s'est un peu fighté. Il faut avoir confiance. Hein. On s'est un peu fighté. Il a accepté. Et l'offre a été acceptée à 58 000. Donc, il y avait c'était 10% de frais de notaire. Ouais, en dessous de 100 000, c'est à peu près 10% de frais de notaire. 10% de frais de notaire. Et en tout, ça faisait un financement à 70 000. Avec déjà une personne dedans qui était déjà louée en meublé. Tout de suite, cash flow positif. Et en fait, c'est une opération blanche qui avait encore les bonnes conditions financières avec le différé. Et dans la même année, c'est là que je prends ma colocation. Et j'ai fait ça chaque année. Et en fait, la difficulté, c'est de croire, avoir cette certitude que ça va marcher. Alors que personne n'en sait rien. Il faut juste se rassurer sur certaines métriques de chiffres que j'avais. Donc, comme tu disais, la fausse annonce, combien potentiellement ça peut se louer, ce genre de choses, voir les frais qu'il y a à prévoir. Et après, c'est que des maths. Et après, comme les conditions étaient favorables, moi, je trouve que c'était plus difficile d'acheter en 2019 parce que tu avais tout le monde sur le marché. Ouais. Tu avais tout le monde sur le marché. Tu avais tout le monde sur le marché, mais après, ça, c'est une vision. Quand tu es dans l'investissement, tu as l'impression qu'il y a du monde. Il y avait, rappelle-toi, quand on investissait, il y a déjà 2-3 personnes qui sont dessus. Ouais. Aujourd'hui, 2025, tu as 10% d'apport, admettons. Il y a qui dessus? Mais c'est là où c'est bien quand c'est difficile. Quand c'est difficile, c'est bien parce qu'en fait, ça filtre. Il n'y a que les plus courageux et ceux qui ont le plus envie qui vont y aller. Exactement. C'est vrai ce que tu dis. Deuxième chose vraie que tu dis, c'est par rapport aux agents immobiliers. Hein. J'en veux pas aux agents immobiliers. Mon beau-père est agent immobilier. Mais souvent, ils vont pas vouloir présenter une offre. Oui. Moi, sur mon premier bien, heureusement, j'ai insisté. Mais non, ça va être jamais accepté. Exactement. Mais la preuve, ça a été accepté. Bah, qu'est-ce que je vous avais dit, monsieur? Présentez l'offre et c'est pas vous qui décidez, en fait. Et je suis sûr qu'il y a des agents qui présentent pas les offres. Comment tu peux le savoir? Quand tu fais une offre, s'il te répond tout de suite, ça n'a pas été accepté, faites une contre-offre, il ne l'a pas présenté. C'est trop rapide. Ouais, c'est trop rapide, t'as raison. C'est trop rapide. Donc, il faut appeler. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Voilà. Comment elle était au téléphone? Agacée? Elle était énervée? Il ne peut pas répondre parce qu'il ne l'a pas présenté. S'il n'a pas présenté, il a menti. Exactement. Donc ça, déjà, c'est un moyen de savoir si ça a été présenté. Ensuite, c'est de se dire, de toute façon, comme personne n'en sait rien, ça ne m'appartient pas. Et ce qui est bien avec de passer par une agence, moi, je préfère, vraiment, parce qu'on n'est pas émotionnellement chargé. C'est son rôle. Donc en fait, si lui, entre guillemets, il n'est pas content, le vendeur, le propriétaire qui vend son bien, il va parler à l'agent immobilier qui, lui, va filtrer avec son biais pour nous refaire le message. Donc en fait, on ne va pas être chargé. On n'est pas de vendeur à acheteur tout de suite. On n'est pas en confrontation. Il y a cette filtre et ça met un petit peu de légèreté et c'est plus facile. On peut communiquer, on va dire A, lui il va transmettre A en B, mais toujours dans une optique où on reste pour faire une acquisition tous ensemble et tout va bien se passer. Et quand on se rend compte et quand on passe par l'agent immobilier, n'oublions pas qu'il est sur le terrain, lui. Donc s'il a une bonne affaire et que ça s'est bien fait, il va nous rappeler. Il nous a rencontrés. Il sait qu'on est courtois, il sait aussi qu'on est sérieux et qu'on est finançable. C'est ça, la relation avec l'agent immobilier, elle est très importante. Quand on passe en direct, c'est vrai qu'il y a un lien direct acheteur-vendeur. Alors que quand c'est l'agent immobilier, c'est vrai que le vendeur, il se dit c'est un professionnel qui me dit que c'est tel prix, peut-être qu'il a raison. C'est vrai. Après, des fois, ça dépend si c'est un bon agent immobilier. C'est que de l'humain. Et ça, c'est important. Si c'est un bon agent, il faut le garder dans ses contacts. Et c'est vrai que quand il aura une affaire, il va vous rappeler. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Quand j'ai voulu prendre un quatrième bien, pareil, sur Lille, c'était l'agent immobilier qui m'avait présenté une superbe affaire. Et en fait, j'ai pas réussi à avoir le financement. C'était affiché à 200 000. J'avais fait une offre à 130 000, acceptée par les deux vendeurs. C'était deux frères. Et on s'était rencontrés parce qu'ils étaient en train de déménager. C'était une succession. Donc, on s'était rencontrés. Vendeur, acheteur, agent immobilier, bonjour. Ça s'est tout de suite bien placé. Ils ont bien accroché avec moi parce qu'ils venaient de Bretagne. Donc, j'ai joué sur le côté de l'affect. Je viens de Quimper, etc. Patati. Mon papa vient de Quimper. Donc, ils ont bien matché avec moi. Le problème, c'est que je n'ai pas eu le financement. Et je me sentais redevable un petit peu. Donc, je leur ai dit, écoutez, je les ai appelés. Je ne serais pas financé. On n'avait pas signé les papiers, etc. Ce genre de choses. Mais par principe, j'ai envie de vous faire un petit cadeau parce que je vous ai quand même fait perdre du temps. L'adresse que vous avez, c'est toujours celle où vous vivez. Ils m'ont dit oui. Je vous envoie une caisse de champagne. Voilà, grand seigneur. Grand seigneur.
Ça m'a coûté. Mais j'aurais fait perdre du temps. Mais par principe, je pensais vraiment à être finançable. Et tu te dis, quoi, bah, ok, je ne l'ai pas eu. Beau joueur, fair play. L'univers, ce que tu crois, bah, après, te le rendre. Hein, Non, de mais je toute pense que manière. c'est important de remercier les personnes qui nous ont aidés. Par exemple, ma banquière à l'époque, c'est vrai que je lui ai offert des chocolats à chaque Noël. Mais au moins, je sais que quand elle était sur mon dossier, elle le faisait sérieusement. Oui. Elle m'appelait, elle me disait envoyez-moi ça, nan, je vais essayer de négocier. Et franchement, ça se passait bien. Donc je pense qu'il faut être juste avec les personnes qui nous ont aidés. Et ça permet de progresser plus vite. Derrière, toi, t'enchaînes, ok, un deuxième, un troisième. Alors, j'enchaîne, mais c'est au bout du. La plus grande difficulté, c'était lors du deuxième et troisième investissement. Hmm. Après, j'ai jamais vu de difficulté. Le premier, c'est le plus dur parce qu'il faut se mettre dedans. Il faut comprendre comment ça fonctionne, il faut se rassurer, on se fait peur. Ça fonctionne. Le deuxième, j'ai rien amorti encore en capital et je veux déjà me remettre en selle. Hmm. J'ai été refusé par ma première banque, alors que c'était le dossier qui était déjà finançable, avec un locataire dedans, et le rendement était incroyable. J'ai dit, mais c'est un tout petit budget de 70 000, comment ça je suis refusé sur quelque chose comme ça? Donc en fait, j'ai commencé à démarcher toutes les banques, je me suis pris une vingtaine de refus. Donc, mais systématiquement, je demandais, qu'est-ce qui fait que mon dossier ne passe pas? Soit vous n'avez pas assez d'apport, soit vous n'avez pas assez d'apport, alors qu'on pouvait faire justement tout prendre sans apport. Donc je lui ai expliqué que c'est déjà loué, j'ai pas besoin d'apport. Non mais il faut de l'apport, ok. Votre dossier, il manque le potentiel locatif du dossier, ok. La valorisation, il manque ça aussi, par 2 agences différentes. Il manque également la projection des loyers. Il manque également si ça a été acheté au bon prix, combien ça prend en valeur. J'avais plein de données qui me manquaient. Et systématiquement, je corrigeais. Et comme ça, quand je suis arrivé à la dernière banque, un coup de chance encore une fois, eh ben, ils m'ont dit, ok, c'est bon, vous avez tout, bon, on vous suit à 100%, vous payez simplement les frais de dossier qui étaient de l'ordre de 600 €. Et on Ok. finance tout. Ok, ouais. Très important, avant de présenter un dossier à la banque, effectivement, arriver avec 2 certificats d'agence sur le potentiel locatif. Oui. Et également sur la valeur du bien à l'heure actuelle. Après, comment connaître la valeur du bien réel? Vous avez des sites, il y a Comme- DVF qui peut être utile, ou sinon vous allez directement sur le cadastre. Absolument. Maintenant, je peux le dire, puisque je ne compte pas réacheter tout de suite en France, je peux vous le dire. Vous allez sur le cadastre, vous tapez l'adresse. Sur un rayon, vous pouvez mettre 50 mètres, 300 mètres, ça vous sort toutes les ventes. Toutes les ventes qu'il y a eu Réalisé. dans les 3 dernières années au prix exact. Et là, c'est un levier de négociation pour avoir les vrais prix. Et puis même, c'est bien pour vous de savoir quels sont les vrais prix, Absolument. pour ne pas acheter trop cher. Et potentiellement, si quelqu'un a acheté il y a 2 ans et veut vous le revendre, vous savez à combien il l'a acheté. Donc, une potentielle marge Négociation. de négo. Et ça, voilà, il y a 2 sites, DVF. Soit vous allez sur impôt.gouv et vous mettez rechercher des transactions immobilières. Il y a ça, et il y a surtout aussi le fait que comme j'achetais à un certain prix, eux, ils voulaient être sûrs, entre guillemets, que je puisse être financé. Mais la banque, ça dépend de l'organisme bancaire, a 2 moyens de se rassurer. Soit il passe par l'organisme que tu as dit, quand tu étais assimilé semi-fonctionnaire, soit par l'assurance Crédit Logement. Crédit Logement, ouais. Mais moi, j'ai toujours été refusé par Crédit Logement. Ils n'ont jamais voulu m'assurer. Je suis un profil où j'ai des variations, j'ai des commissions. En plus de ça, je n'ai pas forcément remboursé beaucoup de capital. Donc, il faut passer par l'hypothèque. L'hypothèque m'a beaucoup aidé. Si, par exemple, vous achetez un bien à 50 000, mais que réellement, ce bien vaut 100 000, bah, ils n'ont aucun problème à vous suivre. Parce que de toute façon, ils savent que si jamais vous ne remboursez pas, ils pourront vendre le bien Et récupérer leurs 50 000. et récupérer leurs 50 000. Du coup, c'est vrai que quand tu as fait ton premier achat, il y a eu des trucs qui étaient longs. Maintenant, comment se passe un achat? Parce que forcément, tu optimises. Il y a des petits tips aussi qu'on peut donner au niveau des frais dits de notaire. C'est des frais d'État. Moi, je dis c'est plutôt des impôts que les frais du notaire. Typiquement, vous inscrivez les meubles dans le prix et les frais de notaire, ils sont calculés sur le prix hors meuble. Bon, ça vous fait économiser peut-être 500, 700 euros. Ils sont mieux dans votre poche que dans celle de l'État. C'est mon avis. Ça a toujours été mon avis. Pareil, si vous revendez un bien, que vous l'avez acheté moins de 100 000 euros et que vous le revendez après plus de 100 000 euros, bah dans le calcul de la plus-value, dites bien à votre notaire de prendre les frais réels, frais de notaire à l'entrée.
Parce que sinon, il va vous mettre le taux de 7,5% qui vous est défavorable si vous avez acheté un bien de 100 000 euros, puisqu'on est autour des 10%. Donc voilà, c'est en termes de tips. Mais après, c'est en termes de recherche. Donc tu ne te déplaces plus, à mon avis, 56 fois aller-retour Paris-Lille. Je suppose que tu optimises Après, tes visites. oui, ce que j'ai fait, c'est que une fois que j'ai investi un petit peu à Lille, je voulais pas tout concentrer. Je suis parti à Rouen, ensuite je suis parti un peu plus loin en Normandie, je suis parti sur Reims. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, OK, en fait, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je cherche? Moi, je veux minimum un rendement à 10%. Mais en fait, 10%, c'est simple à avoir, parce que c'est 10% en brut. Ce que je fais, c'est que, est-ce que le loyer annuel correspond à la valeur d'acquisition que je vais avoir? Donc, par exemple, si je dois acheter, si je génère 18 000 euros par an, il faut que maximum, le bien que je prends, soit à 180 000, 10%. Donc, en fait, c'est-à-dire que si je dois l'avoir à 180 000, il faut que je l'ai à 180 000, tout inclus, avec les travaux, avec les frais de notaire, avec les meubles. Donc, si le bien affiché il est à 180 000, il faut que je fasse une négo par exemple à 120 000. 120 000, 10%, ça fait 12 000, plus à peu près. J'ai une temps de marge de négociation de travaux pour rendre le bien très intéressant. Et en fait, je faisais mes calculs comme ça. Je prenais le problème à l'envers. J'ai besoin de ça, il faut ça. Et en faisant ça, je suis allé beaucoup plus vite parce que je savais directement ce que je voulais. Je regardais que les biens où il y avait des travaux. Alors, quand je dis travaux, ce n'est pas des gros travaux. Ça peut être simplement du rafraîchissement ou de la rénovation. Mais par exemple, un bien, quand vous regardez une annonce et quand vous voyez qu'il est meublé, zappez. C'est-à-dire qu'il y a déjà une personne dedans, elle n'est pas forcément pressée, ça se trouve, il y a un locataire. Il n'y a pas d'urgence. Quand vous prenez un bien qui est avec des vieux papiers peints, qui est un sol qui n'est pas très beau, il n'y a pas de cuisine, qui est vide, ça indique deux indications. D'une part, elle est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loyer qui rentre, donc il y a les charges de copro qui tombent, il faut les payer. D'autre part, ça veut aussi dire qu'il n'est pas en location, donc il coûte de l'argent, il faut aussi le payer. Donc en fait, on peut s'intéresser à un degré d'urgence. Est-ce que le bien a été refait ou pas? Si ça a été refait, donc c'est quelqu'un qui n'est pas forcément pressé, qui a mis les moyens pour le refaire. Donc vous savez que vous n'avez pas forcément une marge de négociation parce que le logement est assez beau. Donc il faut vraiment partir sur quelque chose qui est juste dans du petit rafraîchissement. Comme ça, on ne se fait pas trop peur. On n'a pas besoin de faire des gros travaux. Et tester le marché. Demandez carrément aux agences combien ça peut se louer ici. Vous faites ça sur 3-4 agences. Vous avez une moyenne de location. Et après, comme je l'ai dit encore une fois, tout le monde n'en sait rien. Quand j'avais pris à Reims, j'avais acheté un endroit, on m'avait dit, voilà, le potentiel locatif, si vous faites de la colocation, ce sera 320 euros. Je dis, ah non, mais ça, je ne suis pas dans mes calculs, il faut que je le loue au moins 430 minimum. Mais monsieur, vous n'êtes pas en centre-ville, ça ne se fera jamais ce prix-là. Ah ouais? Ok. Sauf que moi, j'avais déjà fait ma fausse annonce, comme tu disais avant, et je savais que ça se louait, que j'avais une demande. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai loué. L'agence qui m'a vendu le bien, par principe, me demande si ça se passe bien, si elle est contente, satisfaite. Je dis, oui, ça va, c'est super, c'est loué, etc. Ah, vous l'avez loué au prix que vous avez dit? Bah oui. Faut pas écouter les agences Tu parce vois, que eux, surtout si elles s'occupent de vos biens, leur but c'est de louer vite et d'encaisser les commissions. C'est pas forcément que vous gagnez, c'est l'intérêt. voilà, lui c'est son intérêt, c'est que les transactions se fassent. C'est pas que vous fassiez une bonne affaire Exactement. ou que vous fassiez une mauvaise affaire. Lui c'est sa transaction. Donc vous, c'est à vous de vraiment tester le marché, de le connaître pour savoir à combien vous allez louer. Et souvent ils vont aller à la baisse pour que ça aille vite. Exactement. Mais c'est normal. C'est normal. Mais quand même, 320 euros à 430, c'est quand même 110 euros d'écart. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que, comme ce qui est bien aussi, c'est que personne n'en sait rien. C'est le marché qui décide. Si vous décidez un certain prix et que le marché est mort, tant mieux. Il n'y a pas d'égo, c'est le marché qui décide. Ah. Et puis en plus, ça te fait, du coup, si tu as fait 3 chambres, ça fait 300 euros par mois. À l'année, ça fait 3600 à peu près quoi, de différence. Oui, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. énorme. C'est énorme. Et du coup, en avançant, donc tu cherches du 10%. Au moins, tu es sûr d'être bien. Au moins, si tu dois revendre, au moins, tu sais que tu n'es pas pris, t'es pas pressé par le temps. Toi, qu'est-ce que tu penses? Parce que souvent, j'ai vu des personnes qui cherchaient des opérations à cash flow positif, et c'est ce que nous, on a cherché dans notre parcours, mais qui tapaient dans ce cash flow, c'est-à-dire qui l'utilisaient pour vivre. Toi, Non. tu penses qu'il faut faire quoi là-dessus? Là, Parce que moi, j'ai une position, moi, je pense qu'il faut rembourser au plus vite ses dettes. Moi, c'est mon point de vue. j'allais en parler. En fait, il y a une information qui est hyper importante, c'est qu'il faut différer le plaisir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir une gratification immédiate en disant « super, j'ai fait un investissement, je suis trop fort, j'ai du cash flow, je le dépense ». Non, il faut voir ça très long-termiste. Le cash flow, il sert peut-être à faire une autre opération, donc on déplace l'argent d'un point A à un point B,
Mais une fois que tout a été levé, à mon sens, une fois que tout a été levé et qu'on arrive à une position où on est confortable, on est à l'aise et ça nous suffit, et ben là, on concentre tous les efforts pour rembourser par anticipation. Parce que là, justement, comme le cash flow est positif, ça va être plus rapide parce que chaque mois, on rembourse du capital. Donc, quelque part, la dette diminue. Les intérêts sont toujours là. Donc, si on rembourse par anticipation, il n'y a plus de dette. Donc, on est plus soumis au stress. Un locataire qui ne paye pas, on n'est pas impacté parce que les autres prennent le relais et il n'y a pas de crédit. Il n'y a pas de lettre de banque et c'est du capital réel. Réel, tu as tout dit. Et en plus, une fois que c'est remboursé par anticipation, bah, vous ne devez plus les intérêts. Si vous avez évidemment enlevé les pénalités de remboursement anticipé, mais même encore une fois, les pénalités de remboursement anticipé, elles sont limitées. Donc, moi, je suis un peu pareil que toi. Je pense qu'il faut rembourser par une anticipation. Une fois que vous n'avez plus de crédit, là, vous avez des vraies rentes. Oui, On peut c'est des appeler vraies vraies rentes. rentes. Exactement. Des vraies rentes. Et si vous n'êtes jamais pressé pour louer, etc., là, vous êtes vraiment tranquille. Du coup, si on poursuit, tu as acquis pas mal de biens. Ensuite, là, tu décides de t'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est chronophage? Parce que... Non, parce pour que quelle raison? oui, alors, je décide d'arrêter parce que je me suis dit, OK, après, c'est que de l'ego. Moi, je voulais que ça soit facilement gérable. Donc, 8 biens, ça reste gérable avec à peu près entre 15 et 20 locataires. Ça reste gérable pour une personne. Maintenant, une dette, c'est une dette. Donc, je voulais pas non plus trop m'endetter. Donc, ce que je voulais faire, c'est, OK, là, une fois que j'ai levé tout ce que je pouvais lever, que je suis quand même arrivé, j'ai dû faire je ne vais pas dire des micmacs, mais à un moment donné, quand j'étais bloqué avec l'endettement, parce que j'ai quand même un certain endettement, j'ai dû passer en société. J'ai fait une SCI avec mon entreprise et moi-même pour pouvoir, entre guillemets, pas contourner l'endettement, mais les principes bancaires de base. Voilà, disons ça comme ça. Donc, une fois que j'ai fait ça, je me dis, là, quand même, je rentre dans des schémas juste pour dire que j'achète de l'immobilier, etc. Je dis non. Je me pose, je regarde ce que ça fait, ça me satisfait. Je vois combien j'aurai quand tout sera remboursé. Et finalement, j'ai ma propre retraite. Alors, bien sûr que là, c'est du cash flow, mais que je n'utilise pas, que je laisse pour rembourser. Mais c'est surtout que c'est des rentes qui vont être vraies et non brutes parce qu'il y a le crédit. Et je n'avais pas de stress en me disant, là, si demain, je rembourse, je peux arrêter de travailler, mais ce n'est pas suffisant pour vivre. C'est pas suffisant pour vivre. Et il n'y a pas d'ego à se dire que je suis rentier, parce que ce n'est pas vrai. S'il y a un crédit, il n'y a pas de rente. On n'est pas rentier s'il y a un crédit. On est d'accord, ouais, s'il y a un crédit, qu'on pas soit de clair. rentier. C'est comme le patrimoine. Tant qu'il y a encore de la dette, ce n'est pas du patrimoine net. Qu'on soit clair. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que, OK, une fois que j'ai levé ça, pourquoi je l'ai fait? Ça m'intéresse. Et maintenant, il faut concentrer tous ces efforts pour effacer la dette. Ça, c'est pour moi, dette ne rime pas avec liberté. Une fois que tu n'as plus de dette, là, tu peux te dire, je suis libre, je fais ce que je veux. Ouais. Je préfère. Ok. Là, je reviens sur tout ton parcours d'investisseur, tout ce que tu as fait. Et il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est l'importance, pour moi en tout cas, moi ce que je pense, d'avoir de l'épargne quand on investit, parce qu'on peut avoir pas mal d'imprévus. Ça peut être des travaux, ça peut être un ravalement de façade. Tu te doutes bien que plus tu as de l'eau, plus il y a des chances qu'à un moment, tu auras un ravalement de façade. Toi, je sais que tu y allais sans épargne. Oui, moi, en tout cas, je le conseille vraiment pas. Ça s'est bien passé pour toi. C'est de la chance. Mais voilà. Je te le dis, c'est de la chance à 100%. Je n'ai pas de talent particulier. Certes, je suis un fonceur, mais je ne suis pas non plus fou. Sauf que peut-être que dans mon envie d'aller vite, je ferme les yeux sur certains détails qui sont ultra importants parce que ça s'est bien passé. C'est de la chance. Maintenant, je recommande à personne d'investir s'il n'y a pas 6 mois de côté. 6 mois de côté, c'est quand je dis, c'est 6 mois de côté de crédit lancé. Par exemple, on fait une opération. Si jamais je n'ai pas de locataire, il faut que je puisse tenir 6 mois. 6 mois parce qu'en 6 mois, on peut trouver une solution. Il y a le temps suffisant. Il y a le temps. On peut revendre, on peut faire d'autres choses, on peut louer moins bas, mais on peut trouver une solution. Sinon, c'est-à-dire vous ne bougez pas le cul en 6 mois. Voilà, si vous avez pas... Alors que c'est vrai que moi, dès que je commençais à faire des sous, eh ben, j'utilisais pour investir à côté. Donc j'ai toujours été sans rien. Donc c'est que depuis maintenant 2-3 ans, je me dis, OK, il faut vraiment que je me construise une sécurité. Parce que après, j'ai un biais. Comme toujours, tout s'est loué. Et que j'ai jamais eu de problème. Même de problèmes ou de vacances locatives trop longues. Parce que si j'avais un départ, par exemple, de mars à mai, les autres loyers compensaient ce départ-là. Donc en fait, ça ne m'a jamais vraiment impacté. Mais c'est de la chance. Donc j'ai compris que si jamais Covid ou peu importe quelque chose où tout est à l'arrêt, je suis dans le mal.
Donc, il faut vraiment se constituer cette épargne de sécurité. Elle est nécessaire. Et même, c'est pour se rassurer en premier. Si On dort jamais bien. ça tourne au vinaigre, j'ai de côté pour rassurer la banque, pour se rassurer soi-même, pour rassurer sa famille en disant, vous inquiétez pas, je prends pas de risque, j'ai ça de côté. Si jamais je me plante, je peux tenir. Et après, je peux revendre, etc., etc. Mais je pense que c'est surtout pour se rassurer soi-même. Non, je C'est le pense plus que ça, important. on dort mieux et puis on ne prend pas de décision brute quand on Oui. a de côté. On sait que ça va bien se passer. Toi, tu avais fait ça d'ailleurs, hein, je me Ouais, rappelle. moi, j'ai toujours mis de côté. Je suis toujours quelqu'un. Très pragmatique. Ouais, je suis assez Ouais, pragmatique. J'ai c'est vrai. toujours mis de côté. Comme ça, je sais que si moi, il m'arrive quelque chose, voilà, et, c'est bon, ça peut tourner. Ça peut tourner, c'est pas grave. S'il y a un gros problème, il y a un ravalement de façade, c'est pas grave. Je Je prends suis pas de prêt. crédit. Oui, Je prends pas de crédit. On met, c'est pas grave. Moi, j'ai toujours été comme ça. Par c'est rapport vrai. à ça, je me suis toujours dit, faut avoir une épargne de précaution pour investir. Après, une fois que j'ai mon épargne de précaution, je peux mettre le reste de l'épargne dans des investissements, que ce soit immobilier ou autre. Mais en tout cas, j'ai mon épargne de côté qui me permet de bien dormir tout le temps, d'être assez serein. D'ailleurs, en plus, en parlant de ça, on ne l'a pas évoqué, mais toi, tu diversifies quand même pas mal. Hein. Oui, Tu as plusieurs levées d'actifs. oui, moi, en fait, j'ai commencé par la bourse et rapidement avec l'immobilier en parallèle. Donc, on a investi à peu près en même temps, donc c'est 2018. La bourse, c'est quelque chose que j'aime bien, mais parce que maintenant, je connais bien aussi. L'immobilier, j'aime bien, c'est le sentiment, en fait, du travail accompli Oui, et la dureté que c'est. Parce que des fois, on passe des soirées qui sont quand même dingues, en fait. Quand on investit, surtout quand on fait des travaux, ou un locataire, il nous appelle pour une connerie, ah, où il a fait une folie. Et pour moi, c'était important de diversifier, mais au départ, pas trop, parce qu'il faut quand même maîtriser avant de diversifier. je Moi, suis d'accord j'ai avec toi. tendance à dire, plus on diversifie, il n'y a pas de gain. Quand on diversifie trop, il n'y a pas de gain. C'est de se dire, on est spécialisé, voilà, je fais bourse, IMO, plus d'attrait pour la bourse. J'aimais bien aussi l'immobilier. En fait, l'immobilier, j'aime bien et j'aime pas. Oui, c'est pareil. J'aime bien, c'est un peu comme une drogue, en fait, Je quand on comprends, y je va. comprends. Voilà, c'est ça. En Et termes de... du coup, je me dis, voilà, j'ai ces deux trucs-là, et après, je diversifie sur autre chose, de l'or, etc. Et maintenant, voilà, je pense que voilà, l'immobilier, je revends. Là, on se voit bientôt normalement février. février. Février, si les notaires ils vont vite, on signe, je te Ouais. revends un bien. Et toi, c'est le dernier que tu achètes. Donc, Exactement. de la même façon, à un moment, tu te dis, voilà, j'arrête, en tout cas en France, Ouais. d'acheter de l'immobilier. Mais ça me permet d'avoir voilà, d'avoir une sécurité. Je sais comment ça marche. Voilà, ça tourne. L'autre aussi, il tourne. S'il y en a un qui se pète les dents, bah, Exactement. j'ai l'autre au cas où. Et moi, j'ai toujours été comme ça, avoir voilà, ma sécurité à côté et pour chercher la liberté aussi. C'est ça, parce que C'est le quand plus on y va, c'est qu'on prend du risque, on va chercher la liberté. C'est-à-dire que je suis un peu des deux. Sécurité, mais liberté avant tout. Oui, mais Liberté avant oui, tout. oui, C'est-à-dire que quand je cherche ma liberté, je vais prendre des risques qui vont pas me mettre à l'envers. oui, C'est ça, en fait, le pire truc qui pourrait m'arriver, c'est de me dire, ah, je suis à l'envers si je me rate. oui, Alors que là, j'y vais, c'est risqué, mais c'est pas dangereux. C'est ça. oui. Voilà, c'est ça la nuance. Et moi, je vais prendre du risque, mais ce sera pas dangereux. Et encore, tu sais, moi, je te parle d'immobilier parce que finalement, ça a bien fonctionné pour moi, mais je suis pas un passionné non plus. C'est juste, je comprends des choses que peut-être les gens comprennent pas. Ouais. Où c'est que des maths. Ça vaut ça, je peux l'acheter à ce prix-là, ça peut se louer tant, ça c'est ok. Mais c'est quoi? Ouais, mais attends, tu vas peut-être faire un crédit, tu vas te lever la tête. Ouais, mais regarde, c'est compensé par un locataire qui est ici. Je sais que ça marche, je peux savoir en avance que ça va marcher. Quel risque je prends? Ouais. Ouais, mais en Tu fait, vois, ce que tu as de plus que les autres, c'est de dire j'y vais. C'est ça, en fait, que tu as de plus que les autres. C'est d'y aller, tu te dis je fais les choses. ça Que c'est les vrai que autres j'ai toujours ne été. font pas. Tu as discuté avec, je sais pas, trois quatre collègues. Ah, mais c'est dangereux. Ah, mais si un locataire, il paye pas. Ah, mais si, ils ont que des ah, mais si. Ouais. Ah, mais si je réussis, j'ai ça. Oui, voilà, C'est ça. c'est tout. Et C'est c'est tout. ça que je vois. En fait, c'est comme si je joue un match de foot et je suis attaquant et je vais pas dribbler. Ah, parce que si je perds la balle, on va me dire quelque chose. Non, mais c'est ça, à un moment, Ouais, il je faut suis prendre du d'accord. risque. Je suis d'accord. Quand on prend pas de risque, en fait, on gagne rien. C'est C'est ça aussi qu'il c'est faut. terrible. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. Et après, avec l'expérience, il y a plein d'erreurs qu'on ne fait plus, en fait, si vous voulez.
faire 10 000 visites. Non, on prend un jour pour faire les visites. Si on loue en colocation et qu'il y a 3 colocataires et qu'il y a une visite, bah, vous dites aux 2 autres colocataires de faire la visite. Tout simplement. Vous allez optimiser. Ah, Euh, en parlant de ça, Tiens, je veux parler d'un truc parce que tu as dit un truc. Les états des lieux, c'est ultra important parce que 2 fois, j'ai pas fait l'état des lieux. 2 fois. Hein. Ouais. 2 fois. Parce qu'à chaque fois, ça se passait bien. En fait, comment ça se passe? C'est l'excès de confiance. Le biais. C'est-à-dire que Ah oui, ouais, un j'ai un biais. biais. Ouais, ça s'est tout bien biais. passé. J'ai toujours rendu la caution. Exactement. Ça, c'est Bon, allez, là, ça. cette fois-ci, Exactement. allez-y, partez. De toute manière, moi, ce que je faisais, en plus, comme je suis quelqu'un d'assez humain, je disais, bon, le chèque, il est chez moi, mais je vous l'encaisse pas. Je vous le rends. Et un jour, j'ai même pas pris la caution et je suis pas parti faire l'état des lieux de sortie. Faut voir dans quel état le logement il m'a été rendu. C'est terrible. Après, je refais, toujours sérieux. Et un jour, je me dis, bon, ça va, ces gens-là, ils étaient sérieux. Bon, allez, je fais pas l'état des lieux de sortie. Faut revoir dans quel C'est état je terrible. retrouve le logement. En fait, ça leur met une pression, justement, si vous vous déplacez ou s'il y a quelqu'un qui va le faire, de faire en sorte de ranger et de laisser le logement assez propre. Là, il y avait la vaisselle n'était même pas faite, les poubelles même pas sorties, le frigo. On trouve dans un état et je trouve que Oui. c'est des erreurs que je sais qu'en fait, il faut être pragmatique. C'est comme Je suis ça que d'accord. ça marche. L'humain, il travaille sous contrainte. C'est comme Il ça. travaille sous contrainte. C'est vrai. Et donc, l'immobilier, c'est de l'humain. C'est de l'humain. S'il n'a pas la contrainte, il va faire n'importe quoi. C'est tout. Et c'est pour ça que moi, je passais toujours par un organisme qui fait l'état des lieux. C'est un professionnel. Il prend des photos de tout le logement. Et à la sortie, c'est la même personne qui vient. Et ce qui est bien, c'est que la personne qui a fait l'état de sortie ou l'état d'entrée, elle envoie une copie au locataire. Donc factuellement, ils peuvent regarder. Regarde, on vous a donné le logement comme ça, vendez comme ça. Est-ce que factuellement, vous pensez qu'on ne va pas vous vendre le dépôt de garantie? Bah oui, on ne va pas vous le vendre. Voilà. C'est factuel. C'est factuel. C'est pas moi qui ai dit, c'est que tu le sais, je le sais, et le gars qui a fait l'état des lieux le sait aussi. On se ment pas. En plus, c'est très bien ce que tu fais parce que tu mets un intermédiaire. C'est Toujours. pas toi. On peut pas te dire que oui, le propriétaire ne veut pas me rendre. Il m'aime pas, il est Non, non. c'est un intermédiaire qui a fait le constat. Et même pour les visites, je sais que j'avais une anecdote quand j'étais pour faire mes visites. J'avais plein de candidats, il y avait des candidates. Et il y avait un candidat qui m'a dit, s'il vous plaît, monsieur, j'ai vraiment envie du logement, je veux avoir. Après, sinon, je vais devoir repartir, je sais plus où, de l'habiter à Lens. Voilà, il me le faut. Il n'avait pas un bon dossier financier. Il fumait, on voyait son paquet de cigarettes dans la poche. Ses ongles étaient sales. Des gens qui étaient... Bref, il n'y avait rien qui m'attirait. Mais moi, je dois répondre à ça. Et pour mettre justement cette distance, je préfère pas les rencontrer. Je préfère pas les rencontrer. C'est ça que je mets toujours à l'intermédiaire. Le site Studapart me met à l'intermédiaire. Et je suis jamais comme ça. Je suis pas chargé émotionnellement. Ça permet de mettre une distance. Et moi, je me protège. C'est vrai qu'on fait de la pub pour Studapart, mais moi, à partir d'un moment, tous mes locataires, je les ai pris sur Studapart. Et je vais même encore plus loin. Même ceux, des fois, du Bon Coin, qui veulent visiter, ils veulent m'envoyer le dossier. Bon, ils ont mis quand même une mise à jour. On peut voir le dossier du locataire. Je leur dis systématiquement, vous voulez le logement, inscrivez-vous sur Studapart. Je ne suis même pas rémunéré, hein, je te le dis. Inscrivez-vous sur Studapart, comme ça je vois tout de A à Z et réservez-le en ligne. Exactement, parce que Studapart, ce qu'ils font, c'est que déjà, il y a la garantie, il y a l'assurance aussi habitation qu'ils peuvent prendre, je leur demande de la prendre. Oui. La garantie, bah, la GLI, quoi. Oui, il y a la ça. GLI. Il y a le premier loyer que c'est Studapart qui nous Et le oui, vire. absolument. Après, on s'occupe du bail en direct. C'est le En seul direct. truc qu'on fait. Là où ils ont compris quelque chose, c'est que le locataire ou n'importe qui a besoin de voir des photos. Quand tu pars en vacances, tu vas sur Booking, tu vois toutes les photos. Sur le Bon Coin, tu n'as que 3 photos. Après, il faut payer. Mais tu peux voir que 3 photos. Donc, à part faire des montages de ci, de ça. Mais comme il y a une grande base de données sur le Bon Coin, j'utilise le Bon Coin, je les ramène sur Studapart parce qu'ils peuvent te faire un lien vidéo qui font une visite virtuelle de ton logement. C'est ce que je fais. Comme ça, je ne me déplace pas. Vous voulez voir le logement, cliquez sur la visite virtuelle. J'ai filmé toutes les pièces. Je parle de ci, de ça. Le métro est là-bas. Comme quand tu vas en vacances. Quand tu vas en vacances, tu regardes l'hôtel, mais tu ne vois pas de vidéo. Enfin, à un moment qu'ils se mettent une application, tu vois un petit peu les photos, tu payes et tu vas dans le logement. Ouais, pourquoi ça ne se passerait pas pour la même chose ici? C'est Tu exactement vois la ça. vidéo, tu payes et tu vas dans le logement. Ouais, mais je vais faire une visite. Quand tu pars en vacances, tu payes et tu vois le logement. C'est la même chose. Non, mais je trouve que c'est très bien. C'est bien moi, pensé. je prends essentiellement, au début, je prenais de tout, mais essentiellement maintenant des locataires étrangers parce qu'en fait, ils sont pas chiants, en fait. Non, Ils sont pas chiants et ils arrivent dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Ils vont pas commencer à embêter le propriétaire. C'est fou. Et ils sont courtois. Ouais. Je sais pas si tu as remarqué. Ouais, ils très sont courtois. courtois. Très courtois. Je vais pas généraliser, mais toutes les personnes qui sont d'Italie, de Chine, du Japon, tous, à chaque fois qu'ils me faisaient le virement du loyer, ils m'envoyaient un message sur WhatsApp.
Hello, sir. J'ai envoyé le. Voici la preuve. Ouais, je kiffais ça. Ouais, j'avais des étudiants de Singapour, ouais, ils sont très comme ça. Tu vois, ils sont carrés et ils te demandent rien, etc. Alors, bien sûr, il y a des choses qui vont pas. Une fois, j'avais un problème d'électricité. Ils m'ont appelé à 22h. Tout avait sauté. Et c'était sur le. Et moi, je savais pas répondre parce que le compteur était bien dans le logement, mais aucun moyen de savoir pourquoi ça avait sauté. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que le compteur Linky, il fallait le. Réinitialiser, ouais. C'était déjà arrivé, ça? Ouais, après, en fait, des fois, il faut appuyer sur le bouton un certain Exactement. temps, une Sur le certaine plus, durée. Ouais, c'est ça, faut 3 secondes, je rester, ouais, crois. c'est ça, 3 secondes. Et, Et ça réussit. et ça, C'est ouais, juste ça, ça. ouais. C'était juste ça. Donc en fait, je trouve sur Internet, ils l'ont fait. Ah, merci, génial, super, t'es trop content. Et même le lendemain, encore merci de votre intervention. Parce que j'étais réactif à 22h et qu'ils m'ont juste. Ils payent tout le temps le loyer, tout va bien, etc. Mais c'est normal. Tu penses que. En français ou peu importe, aurait dit ça? Non. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'ils sont C'est pas- très bien. Même, ils m'ont offert bouteilles de champagne, certains, quand ils sont rentrés Ouais. chez eux. J'ai Non, eu des chocolats aussi. Ouais, franchement, je trouve que les locataires étrangers, après, je ne vais pas généraliser tous les pays. Hein. Ouais. Attention. Faut qu'on se dise les choses. On a évité. On va pas citer de pays, mais voilà, on va pas trop généraliser. Mais voilà, on sait. Moi, la première fois que j'ai pris des étrangers, j'avais peur. Ah, J'avais t'en rappelles, on en peur. parlait. Ouais, on en parlait. était au Après, téléphone. je t'ai dit que je l'ai fait. Ouais, Je t'ai dit, ok. ouais, moi j'ai pris. Franchement, ça se passe nickel. Tu devrais essayer. Ouais. C'est une vraie niche. C'est une vraie. C'est une vraie niche parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur de prendre des étrangers. Du coup, c'est un peu difficile pour eux de trouver, alors qu'ils payent à l'heure. Il n'y a pas de retard. En fait, c'est simple. Ils sont Faut se courtois. poser la question À l'envers. à l'envers. S'ils partent à l'étranger, c'est qu'ils peuvent partir à l'étranger. Exactement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ils font la démarche, ils sont polis, ils sont courtois et ils ont envie d'aller dans le logement, ils vont prendre soin du logement. On leur a fait confiance. Il y a un feedback retour. C'est ça qui est fou, en fait. C'est ça, c'est se placer à la place de l'autre. Quand vous partez dans un pays qui n'est pas le vôtre, en général, vous n'allez pas faire n'importe quoi. C'est fou. En général. Et c'est ça. Et quand on pense comme ça, on se dit, ah oui, c'est une bonne niche, les étudiants étrangers. C'est une très, très bonne niche. Parce que comme il y a une forte demande, personne ne les prend, alors pourtant, ils partent à l'étranger. C'est qu'ils peuvent partir à l'étranger. C'est la question de base, c'est celle-là. Hein. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. Et après, après l'immobilier, c'est quoi? Après l'immobilier, parce que là, on atterrit à 1,2 million, peut-être 1,3 million là, avec... Une fois tout remboursé, Ouais. je pense que je vais être sur la bourse comme toi. Bourse, ouais. Ouais, je pense. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que pourquoi ça marche avec moi à l'immobilier, parce que je ne mets pas d'humain. Je suis assez tête froide, en fait. J'ai quelque chose en tête, je n'écoute pas les bruits, je regarde les maths, je fais ci. Donc, en fait, la bourse correspond vraiment à qui je suis dans le côté prise de décision. Ok, c'est comme ça, comme ça, je prends. Pas d'émotion. Pas d'émotion. Et c'est vrai que je suis ultra empathique, mais je ne suis pas sympathique. Empathique, je partage l'émotion de l'autre, mais enfin, je comprends l'émotion de l'autre, je ne la partage pas. Sympathique, je la partage. Et en fait, dans le business ou en général, que ce soit la bourse, l'immobilier, il faut juste pas d'émotion. Mais ça ne change pas quitter. C'est juste que dans ça, il ne faut pas en avoir. Bah, dans ça, j'en ai pas. Ouais. Et je pense que la bourse permet des effets de levier incroyables et des gains vraiment hyper intéressants. C'est juste la différence entre la bourse et l'immobilier, c'est que l'immobilier, tu as l'effet de levier bancaire avec le crédit bancaire. C'est-à-dire qu'à partir de zéro, tu peux acquérir 100, 200 je peux t'en via parler. un remboursement. Via la bourse, il y a un effet de levier, mais c'est différent. Par Parce exemple, que quand vous perdez aussi en je retour. peux te le dire. L'immobilier, pourquoi ça m'a paru vraiment le plus simple. Tout cumulé, dans tout ce que j'ai levé de ma poche, j'ai dû mettre 25 000 euros pour 1,2 million. Énorme. D'accord. Maintenant, on peut dire oui, mais l'immobilier, ça peut perdre de la valeur, ce genre de choses. Mais si vous avez bien acheté, vous avez acheté à 50 000, ça vaut 100 000. Donc le marché est à 100 000. Si ça tombe à 80 000, vous êtes toujours en plus-value. C'est pas grave. C'est pour ça que c'est que des maths. Donc moi, j'ai jamais pris de panique en fait. Et puis tu as les loyers au pire des cas. Au pire des cas. Le loyer n'est jamais indexé sur le prix de l'immobilier. De quoi on parle? Ouais. S'il y a de l'inflation, les loyers ils augmentent. Donc à terme, ça augmente. Et c'est là où l'effet de levier c'est intéressant. C'est que votre crédit il est stable, vos loyers ils vont augmenter dans le temps. Absolument. Donc vous allez rembourser plus vite normalement que prévu. Exactement. Bon, bah, en tout cas, c'était un échange sympa. Merci. Où on peut te retrouver? Instagram, Master Immogold. Ouais. Et tous les autres supports, c'est le même nom. Et toi, Ok. Manu? Bah, moi, toujours, hein, le professeur Manu Dagave sur TikTok. Et sinon, Manu Dagave sur Instagram. Et bientôt, vous allez me voir sur ma chaîne YouTube. Yes. Donc, à plus tard.